Les panneaux solaires de la station spatiale délivrent 120 kWh d'électricité pendant les 45 minutes où ils sont au soleil, soit 90 kWh. La moitié, soit 45 kWh, est utilisée pour charger des batteries pour les prochaines 45 minutes d'obscurité. 45 kWh, cela correspond à peu près à la consommation quotidienne d'une maison de 5 personnes. Mais dans la station spatiale, ça doit alimenter tous les appareils, la lumière, le système de climatisation, le système de recyclage de l'eau, les radiateurs pour évacuer la chaleur, les appareils des expériences scientifiques, les systèmes de ventilation, les appareils de communication avec la Terre, très gourmands en électricité, et bien d'autres encore. Pensez-vous que tout ceci ne consomme que 45 kWh, l'énergie de la consommation quotidienne d'une maison de 5 personnes? Comme d'habitude, on ne trouve aucune information précise sur la consommation électrique de tous les appareils utilisés. On se doute que l'ensemble demande beaucoup plus d'énergie que ce que les panneaux solaires peuvent fournir. Et les batteries utilisées pour les panneaux solaires sur Terre supportent au mieux environ 1000 cycles. Ensuite, elles perdent rapidement leur capacité et il faut les changer. Mais dans la station spatiale, ces batteries fonctionnant depuis plusieurs années ont supporté plusieurs dizaines de milliers de cycles de charge et de décharge sans aucun problème. Aujourd'hui, point numéro 4 de la vidéo de Monsieur Évrard, et attention, ça va être un festival aujourd'hui. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'électricité, c'est mon premier métier, pratiqué pendant 10 ans, dont 5 à mon compte, et qu'ensuite j'ai travaillé en bureau d'études, donc l'électricité n'a aucun secret pour moi. La deuxième, c'est que Monsieur Évrard fait beaucoup d'erreurs et d'approximations dans ce qu'il dit, surtout qu'il est censé connaître tout ça puisqu'il a soi-disant poursuivi des études de mathématiques, de physique et de chimie à l'université de Toulon. Mais déjà, dit-il à cette époque, il trouvait des incohérences, je dirais plutôt qu'il ne comprenait rien. Et comme disait Coluche, c'est plutôt les études qui l'ont poursuivi. Vous pouvez trouver ces infos sur son site, vous le connaissez, non ? Mensonge.fr, où on trouve par exemple que la bombe atomique n'existe pas. Qu'il aille dire ça aux Japonais, tiens. Ou que nous n'avons pas posé le pied sur la Lune, bien sûr. Et aussi que l'évolution n'existe pas. Un beau ramassis de conneries, je dirais, mais bon, chacun a le droit d'avoir son avis, même s'il est complètement faux. Et pendant mes recherches sur l'électricité dans l'ISS, j'ai trouvé un forum, Les Sceptiques du Québec, sur lequel Monsieur Évrard a fait de la pub pour ses vidéos, sous le pseudo Hibou. Et je dois dire, sans mentir, qu'en lisant les 10 pages de ce seul sujet, il en a pris plein les mirettes. Je n'ai pas trouvé une seule réponse qui allait dans son sens, le pauvre. Je vous mets bien sûr les liens dans la description pour que vous puissiez en profiter, ça vaut son pesant de cacahuètes. Bon, passons aux choses sérieuses, l'électricité dans l'ISS. Alors, la plus grosse erreur de Monsieur Évrard arrive dès le début de son exposé. Il nous dit que les panneaux solaires de l'ISS délivrent 120 kWh d'électricité. Non, Monsieur Évrard, le kilowattheure est une unité de mesure de quantité d'énergie, pas de puissance. Celle-ci s'exprime en watts. Petite explication pour les curieux. Les watts-heures mesurent la quantité d'énergie consommée sur une période donnée, alors que les watts mesurent la puissance nécessaire à n'importe quel moment. Un petit exemple. Si mon fer à repasser nécessite une puissance de 1000 watts pour fonctionner, et que je l'utilise pendant 1 heure, l'énergie consommée sera de 1000 watts pendant 1 heure, soit 1000 Wh ou 1 kWh. Si maintenant je l'utilise pendant 3 heures, il consommera toujours 1000 watts, mais j'aurai consommé 1000 watts pendant 3 heures, soit 3000 Wh ou 3 kWh. Voilà, donc il y a une grosse différence entre puissance et quantité d'énergie. Pour revenir à notre station spatiale internationale, les panneaux solaires peuvent fournir une puissance instantanée maximale de 131,2 kW, chacun des 4 ensembles de 2 panneaux fournissant 32,8 kW. Si les panneaux solaires sont exposés à la lumière pendant 45 minutes, la quantité d'énergie produite sera de 131,2 kW pendant 0,75 heures, 3 quarts d'heure, soit 98,4 kWh. Dans beaucoup de documents, vous trouverez effectivement la valeur de 120 kW max, car les panneaux solaires ne donnent jamais tous en même temps leur puissance maximale.
Pour résumer ce que dit M. Évrard, les panneaux peuvent fournir 120 kW de puissance et donc pendant les 45 minutes d'ensoleillement, cela va représenter une quantité d'énergie de 90 kWh. Une deuxième erreur est faite qui consiste à dire que l'ISS passe 45 minutes au soleil et 45 minutes à l'ombre de la Terre. C'est faux, car l'ISS étant à 400 km d'altitude, elle profite du lever du soleil 5 minutes avant le point sur Terre qui se trouve à sa verticale, et de même au coucher du soleil. Ce qui fait que les panneaux solaires sont exposés au soleil pendant environ 55 minutes et en sont privés pendant les 35 minutes restantes de l'orbite. Information trouvée dans une archive de la NASA que je vous mets en description, et vous verrez que ce sera confirmé par un graphique montrant l'utilisation des batteries plus loin dans ma vidéo. Si on corrige donc les calculs, les panneaux solaires peuvent au maximum fournir 120 kW pendant 55 minutes. Bon, ce qui n'est pas possible en réalité car l'éclairement au lever et au coucher du soleil n'est pas optimal, on est d'accord. Mais au maximum, ça pourrait représenter 110 kWh au lieu des 90 de M. Évrard. Ensuite, il nous dit que la moitié de cette énergie est utilisée pour recharger les batteries. En fait, c'est 60%. Mais c'est une moyenne. Pendant les 55 minutes d'exposition solaire, les batteries ne sont pas toutes rechargées en même temps. Et elles sont rechargées en fonction de ce qui leur manque. C'est-à-dire en fonction de l'utilisation qui a été faite pendant les 35 minutes d'obscurité. Donc c'est pas totalement régulier ni constant. Mais la moyenne c'est 60%. Alors même si nous gardons les 90 kWh donnés par M. Évrard, cela se décompose en 54 kWh pour la charge des batteries et 36 kWh pour l'utilisation des différents appareils de l'ISS, et non pas 45 comme il le dit. Mais alors, c'est encore moins. C'est donc sûr, cette fois-ci, c'est pas assez. Pas de panique, vous allez voir que c'est largement suffisant. Alors, les vraies valeurs, 40% de 120 kW, cela veut dire que l'ISS possède 48 000 watts de puissance instantanée disponible pendant la période d'ensoleillement. Mais on va utiliser les valeurs de M. Évrard pour voir jusqu'au bout si sa logique est vraie. Donc d'après lui, pendant la période de jour, l'ISS dispose de 45 kWh, soit une puissance instantanée disponible de 60 000 watts, puisque les 45 kWh sont censés être là pour 45 minutes, donc 45 pour 45, 60 pour 60. Voilà, dans ce qu'il dit ensuite, une information complètement détournée par M. Évrard. Il nous dit que la consommation moyenne d'une maison de 5 personnes est effectivement de 45 kW par jour. Il dit quotidiennement. Or, l'ISS dispose de ces 45 kW pour 35 minutes. Alors j'ai cherché effectivement une valeur de la consommation moyenne d'une maison de 150 mètres carrés avec chauffage électrique. Celle-ci s'élève à environ 60 kWh par jour et non pas 45. Mais ceci veut dire qu'en moyenne sur la journée, la puissance instantanée représente 2500 watts. Alors il faut savoir que la consommation d'une maison n'est pas constante. Il y a bien sûr des moments où la consommation est plus élevée que d'autres, comme la journée pendant les phases de préparation des repas par exemple, puisqu'on va utiliser le four ou les plaques de cuisson. Mais si on compare la moyenne de la maison qui est de 2500 watts avec les 60 000 watts disponibles de l'ISS, on a quand même de la marge. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter à quoi peut correspondre 60 000 watts de puissance. C'est l'équivalent de 30 gros radiateurs électriques ou de 88 frigos de 200 litres chacun, ou encore de 1000 ampoules de 60 watts, ou éventuellement de 2000 ordinateurs portables. Je pense donc que l'ISS ne consomme pas vraiment tout ça tout le temps. Pour synthétiser, M. Évrard compare donc la quantité d'énergie consommée
par une maison de 5 personnes pendant 24 heures à la consommation de l'ISS dans laquelle se trouvent 6 personnes pendant 35 minutes. Le seul point correct dans ce que dit M. Évrard, c'est qu'il est effectivement très difficile de trouver ce que chaque appareil de l'ISS consomme. Mais après tout, on s'en fout un peu, du moment qu'ils arrivent à leur fournir suffisamment de puissance. C'est le problème de la NASA, pas le nôtre. Erreur suivante de M. Évrard, il vient à parler des batteries et il compare celles utilisées sur Terre pour stocker l'énergie produite par les panneaux solaires qu'on peut installer chez nous avec les batteries de l'ISS. J'ai donc cherché des infos sur ces fameuses batteries. Il s'agit d'accumulateurs nickel-hydrogène qui ont une capacité de stockage de 4 kWh chacune et elles sont au nombre de 48 sur la station. 24 groupes de 2. Ce qui représente une capacité totale de 192 kWh d'énergie disponible une fois chargée à 100%. Alors contrairement aux batteries classiques utilisées sur Terre, ces accus ont une durée de vie de 6 ans et demi environ, ce qui est prévu pour 38 000 cycles de charge et décharge, photo à l'appui venant d'un document NASA. Donc 38 000 orbites de l'ISS, ça représente 57 000 heures, c'est-à-dire 2375 jours, et effectivement, cela fait 6 ans et demi. Alors les batteries ont déjà été remplacées régulièrement, et elles le sont encore aujourd'hui. Mais de nouvelles batteries plus performantes sont installées. Il s'agit de batteries au lithium-ion, dont la capacité a pu être doublée et dont la durée de vie est passée à 60 000 cycles, soit 10 ans. D'ailleurs, en janvier dernier, certaines de ces nouvelles batteries ont été installées et permettront d'alimenter l'ISS jusqu'à la fin de son exploitation. Dans les documents trouvés sur ces batteries, je vous montre donc un petit graphique intéressant montrant les courants électriques lors des charges et décharges d'une batterie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut voir que la charge ne dure absolument pas toute la période d'ensoleillement, et donc on peut en déduire que celle-ci n'était pas beaucoup déchargée, et donc qu'elle possédait encore beaucoup d'énergie à la fin des 35 minutes d'obscurité, ce qui prouve bien que la capacité de l'ensemble des batteries est largement supérieure à ce que la station consomme. Autre point intéressant qu'on peut soulever sur ce graphique, regardez les horaires entre le début de la charge et la fin de la charge, et l'horaire entre le début de la décharge et la fin de la décharge, et vous verrez qu'effectivement, les batteries sont chargées pendant environ 55 minutes et se déchargent pendant 35 minutes, ce qui correspond à la période d'ensoleillement et la période d'ombre. Voilà, monsieur Évrard, quand on cherche vraiment les informations, on les trouve, et on voit que tout est possible et que tout a été étudié, calculé, et que les agences spatiales ont fait leur boulot. Et que lorsqu'on manipule des valeurs et des unités de mesure qu'on ne maîtrise pas, on raconte n'importe quoi. Allez, à la prochaine les terriens.